Bonjour à tous, bienvenue au Jeudi d'Onco-Occitanie. Donc, je me présente, Marine Guy, coordonnateur médical à Onco-Occitanie. Donc, aujourd'hui, c'est la 20e session des Jeudis Onco-Occitanie et donc on va aborder le sujet cancer et travail. Dans le programme de la session, donc aujourd'hui, nous avons la chance d'accueillir Christine Préaubert-Sicot, IDEC OCMR Onco Réhabilitation au CPC de Montauban et qui est également correspondante régionale AFSOS. Christine aujourd'hui va assurer la modération du webinaire. Vous pouvez la voir, hein, elle apparaît en C Bonjour externe, à tous. voilà. Et nous avons également la chance d'accueillir le docteur Nathalie Moury, qui est médecin du travail, maître de conférence des universités, praticien hospitalier au CHRU de Strasbourg. Et donc, c'est Nathalie qui va intervenir ce jour et l'intitulé de son intervention est Cancer et travail, les notions indispensables pour aider vos patients. Donc, comme d'habitude, il va y avoir 45 minutes d'intervention qui seront suivies de 15 minutes de questions-réponses. Donc, encore une fois, n'hésitez pas à poser les questions au fur et à mesure dans le chat. Et puis, Christine pourra après se baser sur vos questions pour les échanges avec Nathalie. Voilà. Mais écoutez, Nathalie, c'est à vous. Je vous laisse la main sur le partage d'écran. Alors, merci. Je fais le partage d'écran. Hop là, là. Hop. Ça marche, tout le monde le voit? Ok. Donc, bonjour tout le monde. Merci de m'accueillir pour vous présenter le référentiel AFSOS Cancer et Travail, donc, que j'ai eu l'honneur de chapeauter pour sa première rédaction en 2016 et la mise à jour l'année dernière. Donc, la présentation, je vais vous présenter le référentiel, mais en insistant sur ce qui me semble indispensable pour aider vos patients. Globalement, je vais vous présenter la structure globale du référentiel, puis les grands principes qu'on a mis dedans sur la reprise notamment du travail après un cancer, 2 schémas qui vous aideront à vous repérer sur la situation de vos patients, vous montrer les fiches acteurs et les fiches outils qu'on a faites avec surtout une fiche type pour chacun, et après 4 cas concrets pour comment se servir du référentiel. Alors, la structure du référentiel, en fait, il y a un sommaire classique, hein, mais qui est avec des liens, donc vous pouvez cliquer dessus pour aller directement à la partie qui vous intéresse. Une première partie avec différents éléments d'introduction que je vais vous présenter et les 2 schémas dont je vous ai parlé qui vous permettent de vous repérer et de savoir où se trouve, dans quelle situation se trouve votre patient par rapport au travail et son cancer. Ensuite, on a toute une série de fiches acteurs, elles sont faites de la même façon chacune, et des fiches outils. Pour finir, il y a une dernière partie qui est comment aborder le handicap, et notamment le handicap au travail, les RQTH, pour ne pas faire fuir les patients. Celle-là, je ne vous la présenterai pas aujourd'hui, je vous invite à la lire. Une partie sur les travailleurs indépendants, qui sont des travailleurs qui n'ont souvent pas de médecin du travail. La législation a évolué, donc maintenant ils peuvent en avoir, mais à ma connaissance, j'en connais pas beaucoup qui en ont. Et surtout, ils ont des droits à niveau Sécu beaucoup plus proches de ceux des gens qui sont salariés qu'avant. Donc, il y a des choses vraiment intéressantes et que les gens ne connaissent pas eux-mêmes. Donc, c'est pareil, je vous invite à la lire quand vous avez un indépendant. On a mis vraiment les éléments, ou tout du moins les endroits où se renseigner. Une 6e partie avec des recommandations pour les DSRC et une dernière partie de synthèse et de conclusion. Donc, on va regarder le préambule. Le préambule, déjà, c'est que c'est un référentiel qui ne s'adresse malheureusement qu'au secteur privé et aux indépendants. Pour tous ceux qui ont déjà eu des patients, vous savez que le régime, les fonctionnaires ont un statut particulier qui est loin d'être simple et qui vient d'évoluer sur ces 4 dernières années. Et je souhaitais qu'on remette déjà à jour le référentiel dans ses limites actuelles sur le régime général. Et on a prévu, plutôt en 2025, de faire
un référentiel spécial fonctionnaire. Mais tout ce qu'on met en messages clés, en principes généraux, vont être valables pour tout le monde, quel que soit le régime. Il n'y a vraiment que les congés annuels et les points très juridiques qui vont varier. Donc tout le restant, vous pouvez déjà vous en servir, même pour les fonctionnaires. Et puisqu'on a vu l'objectif de ce référentiel, il n'est pas du tout pour les gens qui sont déjà spécialisés en santé au travail ou c'est vraiment pour des personnels qui ne sont pas du tout dans le domaine du travail et de la santé au travail. Et donc, notamment tous les oncologues, radiothérapeutes, chirurgiens, enfin tous les gens les infirmières, les médecins, des services qui prennent en charge les patients qui ont un cancer. Ce qui est important et ce qu'on a essayé de bien souligner et de garder à tout moment à l'esprit dans le référentiel, c'est que c'est une approche multidisciplinaire qui est nécessaire pour pour beaucoup de situations. Alors, les grands principes pour le travail et le cancer, et notamment tout ce qui est retour, on dit toujours retour au travail, mais en fait, il y a des gens qui s'arrêtent jamais de travailler quand ils ont un cancer. Et on s'est posé la première question, c'était quand aborder la question du travail avec un patient. Et on n'a pas trouvé de réponse parce qu'il y a des patients qui ont des questions dès le début, d'autres au milieu, d'autres à la fin. Et en tant que soignant, il faut savoir que la question du travail, elle va débarquer à n'importe quel moment et pas forcément au moment que vous y attendiez. Il y a des gens, on vient de leur annoncer un cancer et la première question qui leur vient à l'esprit, c'est mon travail. Il y en a d'autres, ils ne vont pas du tout y penser. Donc, il faut être très souple et en fait accepter qu'à tout moment, la question du travail débarque, s'invite dans votre consultation. Donc après, on a discuté longuement. Est-ce qu'il faut suggérer la question? En tous les cas, il faut dire aux gens que vous avez les moyens de leur dire vers qui s'adresser quand ils ont des questions. Après, les autres messages clés qui sont importants à avoir à l'esprit quand on s'occupe de patients qui ont un cancer et leurs questions du travail, c'est la relation avec le travail. Quand vous travaillez, vous vivez en même temps et vous avancez en même temps que votre travail. Mais au moment où vous allez être malade, les deux trajectoires peuvent se séparer. Et à partir du moment que ça se sépare, eh ben, elles vont pas avancer au même rythme. C'est un peu comme si quand vous partez 6 mois ou quelques mois pour les médecins, quand vous avez été faire de la recherche ailleurs ou quand vous avez été interne dans un service et que vous revenez après, vous dites que le service n'a pas changé. Mais en fait, même s'il s'est écoulé que 6 mois ou un an, il y a des micro-changements qui ont eu lieu que les gens qui ont continué à travailler dans le service ne se sont même pas rendus compte. Donc, ils vous disent oui, rien n'a changé, mais que vous allez percevoir. C'est pareil avec tout patient qui s'arrête. Et là, le cancer, c'est souvent des arrêts plus ou moins longs. Le travail a continué d'évoluer. Le patient a lui-même continué d'évoluer. Des fois, sa relation au travail va changer, sa relation à la vie, à tout plein de choses, à sa philosophie de vie, on va dire, va évoluer. Et donc, il y a un moment où ça se sépare et il va falloir que ça se remette ensemble. Et c'est cette remise en connexion qui va être plus ou moins facile et selon les situations. Que ce qui est important, c'est pendant l'arrêt, il faut réussir à garder un lien de communication avec l'entreprise. Alors, il ne faut pas forcément y aller tous les jours et ouvrir ses mails, c'est pas ça. Mais c'est garder un lien, ne serait-ce que amical avec certains collègues avec qui on est plus proche. Ça peut être recevoir le journal interne de l'entreprise. Et pour ça, maintenant, il y a un nouvel outil qui s'appelle le rendez-vous de liaison. Normalement, chaque entreprise, quand quelqu'un est en arrêt assez longtemps, il n'y a pas de durée définie. Je vous montrerai, on a une fiche dessus, une fiche outil, qui oblige l'employeur à organiser un rendez-vous pendant lequel, notamment, il va décider avec le salarié leur mode de fonctionnement pendant l'arrêt et de communication.
Et c'est important pour justement essayer de limiter cette déconnexion avec l'entreprise et quand même avoir toujours un peu les petites infos et les petites évolutions. Donc c'est ça. Et puis après, au moment de la reprise, eh ben, il y a aussi beaucoup de discussions, donc il faut encore communiquer. Donc cette diapo que je vous mets, vous avez remarqué, je vous mets à chaque fois la diapo du référentiel et à côté un commentaire. Eh ben, c'est vraiment ça. Il faut communiquer pendant. Après, il faut tout le temps rester en lien avec l'entreprise si c'est ce qui permet une meilleure organisation de la reprise. Parce qu'il y a vraiment des éléments, donc il y a l'entreprise, mais aussi les collègues. Quand vous revenez au travail, vous avez une maladie grave, les collègues, les patients, je pense que vous en parlez, il y en a qui disent qu'ils vont faire comme si de rien n'était. Il y en a qui, au contraire, vont avoir une empathie démesurée, que les gens vont percevoir comme une pitié. Donc, il faut en effet caler ce qu'a envie de recevoir le patient comme relation et ce que les collègues sont capables de donner. Et ça, des fois, ça nécessite, il nous arrive en tant que médecin du travail d'aller faire des interventions dans l'entreprise pour expliquer un peu ce que c'est que la maladie, sans rentrer dans les détails et forcément les détails, mais d'une manière générale et ce qu'attendent les gens pour pouvoir avoir une discussion et faciliter après les relations. Donc ça, c'est vraiment un point important. Après, une fois qu'on va avoir été soigné, hein, c'est quand même une grande majorité des cas où les gens s'arrêtent et puis reprennent une fois les soins terminés. Il y a 1 ou 2 mois avant la reprise, il faut commencer à se poser où on a fini généralement la chimio, la radiothérapie et puis on laisse le temps aux gens, un temps de convalescence. Et c'est aussi un temps où les gens doivent commencer à réfléchir. Justement, quelle interaction je souhaite avoir avec mes collègues? Qu'est-ce que je crains? Il y a peut-être des collègues que je crains plus que d'autres parce que on sait qu'ils sont un peu maladroits dans leurs relations. Qu'est-ce que je vais avoir comme point de faiblesse, mais aussi de force? Il ne faut pas pointer que les points de faiblesse, mais aussi de force. Est-ce que je veux faire le même travail ou est-ce que je veux changer carrément de travail? Moi, j'avais déjà eu un comptable et qui me dit, mais maintenant, les chiffres, ça me gave, je ne vois aucun intérêt de travailler avec tous ces chiffres. Moi, je veux maintenant du contact humain, je veux du social. Bon, il avait, je ne sais plus vers quel métier il avait changé, mais il avait changé de métier. Une autre question importante, c'est pourquoi les gens veulent reprendre? Des fois, ils veulent reprendre parce que ils vont mieux et tout, là, la question ne se pose pas. Mais des fois, ils veulent reprendre et puis dans la même phrase, ils vous disent qu'ils ne vont pas y arriver. C'est qu'il y a des éléments de pression, alors qu'ils soient psychologiques, soit sociales, c'est-à-dire que pour certains, reprendre, ça veut dire être guéri. Reprendre le travail, ça veut dire être guéri. Donc, c'est pour eux, c'est le moyen de se prouver à eux-mêmes qu'ils sont guéris. Mais ils ont encore une asthénie marquée et encore des douleurs diverses et variées, secondaires, des fois au chimio, des fois pas. Et puis des fois, ils veulent reprendre, pas parce qu'ils ont besoin financièrement de reprendre le travail. Donc c'est important d'identifier ces différents motifs parce que des fois, ça permet d'expliquer et du coup d'adresser, si c'est parce qu'ils ont des problèmes de revenus, faut peut-être les adresser à la centre sociale qui va permettre d'étudier avec eux, voir s'ils ont bien déclenché toutes les aides possibles, si tout est bien mis en place, si, je sais pas, s'ils ont un emprunt, ils ont fait marcher l'assurance, parce que malheureusement, on s'aperçoit que c'est pas du tout, les gens ne le font pas tous systématiquement. Donc, il y a toute cette question du pourquoi je veux reprendre qui, pour nous, est intéressante parce qu'on sait vers qui orienter les gens quand on pense que ce n'est pas possible qu'ils reprennent. Pour finir, voilà, je vous ai listé dans la bulle orange tous les interlocuteurs. Il y a l'employeur, le service RH, le médecin du travail, l'assistante sociale, le psychologue et puis aussi les associations que vous verrez, on ne les a pas mis dans le référentiel parce que d'une région à l'autre, elles ont des offres de services différents. Et donc, ce n'était pas possible de faire un listing dans le référentiel.
mais il ne faut pas oublier les associations qui font souvent plein de choses super bien et utiles. Au moment de la reprise, quand vraiment on commence à arriver à la reprise, il ne faut pas forcément se précipiter. J'en reviens toujours, ce n'est pas parce que les gens veulent reprendre qu'ils sont en état de reprendre. Donc, il faut savoir analyser cette volonté de reprise. La plupart du temps, et ça c'est toujours fait, c'est pas une nouveauté, je pense que tout le monde le fait et le fait bien, c'est qu'on reprend souvent avec un mi-temps thérapeutique, enfin un temps partiel thérapeutique, qui est vraiment très fortement conseillé, qui devient de plus en plus facile à mettre en place, même dans la fonction publique. Il ne faut pas annoncer de calendrier, parce que s'il y a un contretemps, bah, l'entreprise, elle, à partir du moment où vous leur annoncez un calendrier sûr de sûr, ils comptent sur vous. Donc, si vous leur dites je pense revenir, mais je n'ai pas encore la date, eh bien, ils vous mettent toujours en surnombre dans leur esprit. Ce qui n'est pas le cas si vous leur dites à telle date, je suis là. Donc là, à partir de telle date, ils vont essayer de compter, ils veulent vouloir compter sur vous. Et puis, eh ben, il faut, au moment de la reprise, on reprend et après, il y a un accompagnement par le médecin du travail ou l'infirmière de santé au travail, et le service RH, qui doit voir si tout se passe bien, si tout est bien mis en place, tout ce qui était fait. Normalement, la reprise, ça doit rouler, mais pour que ça roule, en fait, il faut qu'il y ait une visite de pré-reprise, donc en amont, et que tout ait été anticipé en amont avec le médecin du travail qui va avoir déclenché toutes les aides possibles et tout ce qui est nécessaire pour que ça se passe au mieux. Donc, en fait, le mot-clé, c'est la visite de pré-reprise qui doit se faire en amont pour tout organiser. Alors, on a souhaité mettre 2 schémas dans le référentiel. Le premier, c'est les différentes possibilités après les soins ou aussi pendant les soins. C'est donc à discuter avec le médecin du travail ou du service de pathologie professionnelle quand il n'y a pas de médecin du travail pour dire est-ce que je peux continuer de travailler docteur? Il y a un échange entre le salarié, le médecin du travail et l'entreprise. On aurait dû rajouter l'entreprise et les médecins de soins. Et là, on va dire ça semble possible dans la même entreprise, au même métier. Ça, c'est le meilleur des mondes, avec ou sans ménagement, mais on reste sur son même poste et ça ne bouge pas. Soit on reste dans la même entreprise, mais on va changer de métier ou de poste, avec ou sans formation, ou carrément on sort de l'entreprise, mais on a encore possibilité d'apprendre un nouveau métier ou de retrouver le même poste, mais dans une autre entreprise. Ça, c'est toute la possibilité, quand on peut travailler. Après, le bleu foncé, c'est quand on ne peut pas travailler. Donc, soit il y a encore des soins et on continue les arrêts et vous savez qu'on a le droit à 3 ans, soit le médecin, on est arrivé au bout des 3 ans et le médecin conseil, il a dit, maintenant, il faut statuer. On reprend ou on ne reprend pas. Et quand on ne peut pas reprendre, se pose la question de l'invalidité. Mais vous avez une fiche invalidité, une fiche médecin conseil, tout pour vous expliquer en détail les possibilités. Après, l'autre schéma, c'est le schéma qui vous permet de déterminer quels sont les acteurs qui vont être disponibles pour votre patient en fonction de son statut avant le diagnostic, pendant les soins. Et vous verrez tout à l'heure dans les exemples que en fonction de l'organigramme, vous arrivez, vous savez sur quels acteurs vous pouvez les orienter. Et quand vous cliquez sur chaque lien, vous arrivez sur la fiche. Alors, les fiches acteurs et les fiches outils, je vous en ai sélectionné une. Donc, par exemple, ça, c'est celle des assistances sociales du service de santé au travail. Et comme toutes les fiches acteurs, il y a une définition. Ensuite, il y a qui peut le solliciter et comment. Qu'est-ce qu'il peut faire? Et une rubrique auquel on tient beaucoup, c'est qu'est-ce qu'il ne peut pas faire. Pour vraiment être sûr que les gens n'y vont pas à tort. Et la rubrique pour ceux qui ont le temps ou qui veulent plus d'infos pour en savoir plus. Donc, toutes les fiches acteurs sont faites de la même manière. Je vous en montrerai d'autres après. Les fiches outils, elles sont également faites chacune sur le même schéma. Là, j'ai choisi laisser encadrer. C'est un outil que vous n'aurez pas vous à mettre en œuvre, mais qui sera mis en œuvre par le médecin du travail et le médecin conseil,
mais qui mérite d'être porté à connaissance de vos patients, parce que c'est en fait un système qui permet, alors qu'on est encore en arrêt de travail, d'aller tester un nouveau job ou un nouveau poste. Donc, ça nous permet de tester et de voir si les aménagements sont bien adaptés. Donc, ça peut durer 14 jours, 2 fois maximum. Ça peut être fait dans son entreprise ou dans une autre. Et c'est un test grandeur nature sur un poste de travail. Donc, ça, c'est intéressant. Et ça se met en place avec le médecin du travail et le médecin conseil principalement. Mais c'est intéressant à savoir que ça existe. Parce que pendant longtemps, on s'est dit, qui dit arrêt de travail, dit ne pas aller en entreprise. Ben, maintenant, on commence à mettre les choses un peu moins étanches. Alors, en pratique, je vous ai fait des vignettes. En fait, c'est des vignettes qu'on avait utilisées lors des journées à la sauce pour présenter, mais je les avais travaillées en atelier. Donc là, malheureusement, je ne peux pas vous les faire en atelier vu le distanciel. Donc, la première, c'est Madame X, 55 ans, caissière dans un supermarché. Elle a eu un cancer de l'estomac pour lequel elle a une chirurgie et une chimiothérapie. Et elle est encore extrêmement fatiguée. Elle vous dit qu'elle dort, qu'elle fait des siestes tous les jours. Mais elle veut reprendre le travail de docteur. Et vous avez bon à lui dire que non, ça va être trop tôt en tant que thérapeute. Vous n'arrivez pas à trouver les arguments parce que vous connaissez, même si vous connaissez un peu le métier de caissière, j'aurais dû mettre un métier moins connu. Ça vous semble trop précoce, mais vous n'arrivez pas à trouver les arguments et surtout, donc, il faut passer la main, il faut l'orienter. Alors, quel acteur ou quel outil vous pouvez mobiliser? Le premier, étant donné si on prend le schéma, elle a déjà travaillé, elle était dans l'emploi au moment du diagnostic, elle a continué de travailler, vous avez donc la possibilité de solliciter toutes ces personnes. Le médecin du travail en premier lieu, si la personne ne veut pas aller voir son médecin du travail pour X raisons, vous pouvez l'adresser en consultation de pathologie professionnelle. C'est une consultation qu'il y a dans chaque CHU et que nous, les médecins, moi, c'est un genre de consultation où je travaille, à notre charge de la persuader qu'il faut aller voir son médecin du travail et démystifier toutes ses craintes par rapport au médecin du travail. Donc, le schéma, vous voyez, là, vous permet de savoir à qui vous pouvez les adresser. Donc, la fiche médecin du travail, comme l'autre, c'est un médecin, la définition, qui peut le solliciter. Donc là, vous voyez que tout salarié peut prendre rendez-vous auprès de son médecin du travail. C'est aussi une notion qui n'est pas forcément connue et sans en informer son employeur. Et quand pouvez-vous faire appel? À chaque fois qu'il y a une question entre la santé et le travail. Et qu'est-ce qu'il peut faire? Il va recevoir les gens, c'est un de nos outils, hein, c'est que nous, on peut aller dans l'entreprise quand on veut, où on veut. On est poli, on prévient, mais on ne peut pas nous refuser l'accès au lieu d'entreprise. Et du coup, on peut vraiment se rendre compte des vraies conditions de travail des salariés et voir si vraiment ça va poser problème ou pas, et surtout rechercher les aménagements possibles. Notre objectif en tant que médecin du travail, c'est certes, les textes de loi disent éviter toute altération de la santé du fait du travail, mais c'est aussi le maintien dans l'emploi. Donc nous, on va tout faire, on va se démener pour que le salarié puisse garder un boulot. Voilà, mais si c'est pas possible parce que le patient ne veut pas aller voir le médecin du travail, ou si des fois il n'y en a pas, j'en ai encore une hier, l'entreprise n'a pas adhéré, bon, on va faire intervenir l'inspection du travail pour qu'elle ait un médecin du travail, mais voilà, nous, en tant que centre régional de pathologie professionnelle et environnementale, on a notre réseau, on connaît bien tout le système du travail et de la santé. Et donc, quand les gens ne veulent pas aller voir leur médecin du travail ou qu'ils n'en ont pas, les gens peuvent faire appel à nous. Et voilà. Ensuite, les outils qu'il va falloir utiliser dans cette situation, il faut que la dame fasse une visite de pré-reprise ou à la demande de la salariée pour voir son médecin du travail. Et là, elle va discuter avec lui et la visite de pré-reprise, son intérêt, c'est vraiment, excusez-moi,
de préparer la visite, de voir tout ce qui va bloquer pour chercher comment lever tous ces freins, qu'ils soient sociaux, on enverra vers un centre social, qu'ils soient au niveau du travail, on va discuter avec l'employeur. On va vraiment essayer de tout balayer pour faire que tout se passe au mieux. Et cette visite de pré-reprise, avant, il y avait un délai, elle était obligatoire après 3 mois. Maintenant, vous pouvez oublier tout ça. Vous pouvez en fait dire à votre salarié qu'il peut aller voir son médecin du travail quand il veut, et même s'il est juste un jour en arrêt et qu'après il veut reprendre le travail, un mi-temps ou quelque chose, il peut quand même demander une visite auprès du médecin du travail. Ça s'est assoupli sur la manière de la déclencher. Et vous avez vraiment un rôle pour conseiller à votre patient de y aller pour anticiper. Même si ça vous paraît une situation simple, c'est quand même mieux d'avoir une visite de pré-reprise. Elle sera d'autant plus courte, mais ça préparera mieux la reprise. Donc c'est vraiment ça l'outil à ne pas hésiter à user, abuser et à utiliser même à plusieurs reprises pendant l'arrêt. Après, on pourra faire un essai encadré. Elle pourra, si la dame, elle a peur et que, on peut essayer de faire un essai encadré pour d'un jour, de 2 jours, pour vérifier que ça matche bien et qu'il n'y a pas de problème. On pourra aussi lui proposer un temps partiel thérapeutique, surtout si elle vous semble encore fatiguée. Moi, j'ai pour principe, tant que les gens font une sieste et que, alors, c'est pas une sieste de confort comme quand on est en vacances, c'est que s'ils n'ont pas fait leur sieste, le soir, ils sont rétamés à 20 h. Pour moi, ça, c'est avoir besoin d'une sieste toutes les après-midi. Pour moi, tant qu'on a besoin d'une sieste, c'est minimum temps partiel thérapeutique à 50%, et on peut augmenter après progressivement 50, 60, 70 au fil des jours. Voilà, je vous laisserai lire tous les petits détails. La vignette 2. Là, on est sur une autre situation. Je pense que un monsieur qui vient, qui a en fait 70 ans, un ancien mécanicien poids lourd, et il a discuté avec des collègues et tout, et il se dit que son cancer, moi j'ai même pas mis quel cancer c'était, on pourrait dire pulmonaire ou de la vessie. Vous ne savez, et il vous dit, je pense que mon cancer est un cancer d'origine professionnelle. Vous ne savez pas trop quoi lui répondre, oui, non, est-ce qu'il a intérêt ou pas à faire une déclaration, vous hésitez, pas grave, mais vous allez l'orienter et passer la main. Alors, je me suis aperçue en faisant la vignette qu'il manquait une rubrique. Donc, c'est un monsieur qui a déjà travaillé largement avant le diagnostic. Il n'était pas forcément en emploi, mais il était plutôt à la retraite. Donc, il manquait une case. Vous voyez, on pourra encore l'améliorer la prochaine fois qu'on le remettra à jour. Et il n'est donc pas dans l'emploi. Donc, il n'a plus de médecin du travail. Donc, on est dans cette case-là. Et à ce moment-là, il faut l'adresser en consultation de pathologie professionnelle. Donc, je vous ai remis la fiche ça fait partie de nos missions. Et ce qu'on fait quand même pas mal, c'est que souvent les pneumologues à l'hôpital nous adressent beaucoup de leurs patients. Les uros, un peu moins. Les onco-hématos, ça dépend des villes, des hôpitaux. Mais ce sont des cancers qu'on a l'habitude de voir pour rechercher une étiologie professionnelle ou pas. Et puis après, au final, dire si oui ou non on peut déclarer ou pas. Alors, parce que l'outil, là, pour ce monsieur, ça va être la déclaration maladie professionnelle. Vous pouvez faire les certificats les CMI, quand c'est un truc ultra simple, ultra cadré. Le monsieur a vraiment travaillé tout le temps avec de l'amiante, il n'y a aucun doute, et un cancer bronchopulmonaire. Là, vous pouvez faire le CMI. À partir du moment où vous avez un peu un doute, que vous ne sentez pas d'avoir identifié l'exposition ou quelque chose, je dirais qu'il vaut mieux l'envoyer en consultation de pathologie professionnelle dans les centres régionaux là, de pathologie professionnelle et environnementale que de faire un CMI qui va faire que la déclaration va mal être enclenchée au niveau de la Sécu et où va y avoir la perte de temps et des tracas administratifs qui auraient pu être évités si vous étiez passé par un service de pathologie professionnelle.
Donc, n'hésitez pas à nous les adresser. Pour nous, c'est pas forcément, c'est beaucoup moins compliqué que pour vous à faire. Pour nous, c'est la routine et ça permet que les déclarations soient mieux traitées et plus rapidement traitées avec moins de tracas administratifs par la sécurité sociale. Alors, je vais faire une petite pause dans le référentiel. Du coup, je vous ai rajouté quelques diapos pour votre information. Il y a des tableaux de maladies professionnelles qui ont été ajoutés ces 4-5 dernières années et qui concernent les cancers. Pour donc la leucémie myéloïde chronique avec une exposition à 1,3-butadiène. Alors, c'est clair que là, je ne vous demande pas de savoir les repérer. Il faut envoyer en pathologie professionnelle. Ou si le patient est encore au travail, voir son médecin du travail. Mais c'est un cancer qui maintenant est en tableau, donc permet d'être connu facilement. Le cancer du larynx et de l'ovaire, vous voyez, ça c'est tout récent, octobre 2023, sont maintenant reconnus comme d'origine professionnelle avec une exposition à l'amiante. Bon, je n'ai pas encore eu l'occasion d'en faire, mais je pense que c'est parce que les spécialistes n'ont pas encore l'info et ça va, j'espère, commencer. Donc, pour ça que je vous donne l'info. Pour le cancer du rein primitif et le trichloroéthylène, donc ça, on en a quand même pas mal. Donc ça, il faut vraiment les repérer et les envoyer pour que nous, on fasse l'interrogatoire professionnel pour identifier si on peut en effet les déclarer. Et après, le même, la cancer du larynx et de l'ovaire, mais version régime agricole. Vous savez sûrement que les tableaux, il y en a pour le régime agricole et pour le régime général. Et des fois, ils ne sont pas tout à fait superposables. Ne me demandez pas pourquoi. Et pour le régime agricole, on a le cancer de la prostate avec les pesticides. Donc, autant dire que ça, normalement, ça devrait quand même faire un certain nombre de gens, notamment en milieu agricole, hein, où vous pouvez trouver des gens qui ont été exposés à tous ces produits et qui ont un cancer de la prostate. Donc voilà, ça c'était la minute maladie professionnelle. Donc tout ce qui est cancer pulmonaire, tout ce qui est cancer de la vessie, tout ce qui est hémato, ORL, tout ça, il faut penser professionnel. Dermato aussi. Il faut vraiment penser origine professionnelle et au moindre doute envoyer en pathologie professionnelle. Alors, on change complètement de registre. Maintenant, c'est un jeune Arthur, 18 ans. Il vient d'avoir un ostéosarcome de la jambe. Il a en fait du mal à rester debout trop longtemps et veut devenir magasinier. Donc, on reprend notre tableau. N'a jamais travaillé, adulte ou scolaire, a déjà ou pas un projet professionnel. Et comme il n'a pas de médecin du travail, comme il n'a pas d'entreprise, on retombe sur la consultation de pathologie professionnelle, le médecin traitant, l'assistante sociale et le psychologue clinicien pour l'aider un peu à faire être plus clair dans ses projets. Et l'assistante sociale, elle va l'accompagner dans les démarches et nous, on va mettre les restrictions ou pas. En fait, on est plus souvent amené à dire qu'il n'y a pas de restrictions qu'à en poser, parce qu'il y a des gens qui en mettent ou qui s'en mettent beaucoup, et nous, on enlève souvent les limites plus qu'on en met. Donc, je vous remets la fiche du centre régional. Donc, vous voyez, on peut voir les gens pour la reprise du travail, pour l'orientation scolaire et pour l'étiologie professionnelle. C'est vraiment nos 3 grands axes de motifs pour voir les gens. Le service social là, de l'établissement de soins, puisque le jeune ne travaille pas, donc il n'a pas de service social dans l'entreprise ou dans le service de médecine du travail. Et donc, en fait, vous avez vu tout à l'heure, je vous ai parlé du service social, du service de santé au travail. Là, il y a l'établissement de soins et il y a aussi une fiche pour celui de la Sécu. C'est 3 services sociaux qui ont globalement la même philosophie, mais chacun ont leur spécificité. Donc, c'est intéressant de lire les 3 fiches, des fois, pour savoir auquel il vaut mieux adresser votre patient. La dernière vignette,
Donc, Monsieur Z, il a eu un cancer de la vessie, il a été traité par chirurgie et radiothérapie externe. Les derniers soins remontent à 3 mois. Vous commencez à parler de reprise du travail. En fait, il était comptable dans une fonderie et il ne veut plus travailler avec les chiffres, il veut changer de métier. Donc là, ça va être... il a déjà travaillé, il est dans l'emploi, il continue. Donc, il pouvait aller voir tout ce monde, tous ces acteurs. Peut-être pas commencer par le médecin du travail, peut-être une psychologue clinicienne, un psychologue du travail, pour faire un peu le point sur ses envies et ses freins et tout cet aspect psychologique qui va motiver ou pas pour un travail ou un autre. Il va y avoir la centre sociale du service de santé au travail qui connaît bien tous les rouages pour tout ce qui est reconversion au travail. Et puis, lors de son rendez-vous de liaison, il peut peut-être avoir déjà évoqué avec son employeur l'idée d'une reconversion, d'aller vers autre chose, savoir qu'est-ce qu'il pourra avoir le droit en termes de formation et tout par l'entreprise. Et voilà, mais il va aussi utiliser, je l'ai pas mis, il y a aussi Cap Emploi, enfin, il y a d'autres instances, mais ce sera le médecin du travail ou l'assistante sociale qui vont l'orienter après vers les autres instances en fonction de ses envies. Donc voilà, à travers ces 4 exemples que vous avez vus étaient complètement différents, puisque le premier, c'était une femme qui voulait reprendre trop tôt son travail. Le deuxième, c'était un retraité qui voulait savoir si c'était d'origine professionnelle. Le troisième, un jeune pour son orientation scolaire. Et le dernier, un monsieur qui voulait reprendre mais changer de métier. Donc les situations sont multiples, les acteurs aussi. Ça peut vous rassurer, je dirais que c'est normal que vous n'arriviez pas à vous en sortir. Et l'important, c'est surtout de trouver la bonne porte d'entrée et vers quels sont le premier acteur qui va après lui s'occuper, notamment soit le médecin du travail, soit l'assistante sociale. Et nous, après, on s'occupe de cibler les acteurs et les outils utiles pour chacun des situations. Alors, je vous avais dit tout à l'heure qu'il y avait une préconisation qui était pour la DSRC. Et parce que c'est bien beau, je vous ai dit tout le temps qu'il fallait appeler le médecin du travail, mais faut-il encore trouver le médecin du travail? Donc, le médecin du travail, pour nous, il faut que dans vos annuaires locaux de soins oncologiques de support, vous rajoutiez une rubrique travail. Donc, et cette rubrique doit contenir le centre régional de pathologie professionnelle et environnementale de la région et les différents services de santé au travail interentreprise. Alors moi, je suis en Alsace. Je vous ai trouvé les coordonnées du centre régional de pathologie professionnelle, l'antenne Occitanie-Est, qui est dirigée par le docteur Agnès Roulet. Et je ne sais pas si Agnès peut se connecter pour nous montrer. Elle est là, elle est avec nous aujourd'hui. Donc vous pourrez à la fin peut-être la voir qui elle est, pour avoir un visage, à mettre sur le nom. Elle vous a mis ses coordonnées pour prendre les rendez-vous. Et puis pour Toulouse, ça c'est à l'hôpital Purpan, pavillon Turaf. Voilà, j'ai un numéro de secrétariat, voilà ce que je vous ai trouvé. Et donc c'est le docteur Hérin et le docteur Esquirol qui s'occupent du service, mais il y a d'autres médecins qui consultent. Pour ce qui est des services de santé au travail, je pense qu'il faut se réorienter, contacter le centre régional pour qu'ils vous aident à les trouver si vous ne les trouvez pas. Mais moi, je ne les ai pas reçus là pour la présentation. Alors, je vais répondre à vos questions, mais remercier tous les contributeurs parce que c'était un travail qu'on a fait dans un temps contraint. On a essayé d'avoir des représentants de toute la France et vous voyez, il y a beaucoup de l'Est, mais on a essayé quand même d'aller à Tours, d'aller chercher, enfin, on a essayé à Lyon, de s'écarter, d'avoir un peu de tout le monde.
et puis des relecteurs. Donc, on les remercie tous pour tout le travail que ça a représenté. Voilà, je vais arrêter le partage peut-être, mais j'en aurais peut-être besoin pour répondre à certaines questions, donc j'hésite. Merci beaucoup, Nathalie. En plus, tu as tenu le temps, c'est fabuleux. Oui, merci, c'était très clair, vraiment, et on a plusieurs questions. Du coup, Christine, je vous laisse prendre la main. Oui, donc effectivement, encore merci. Et puis, je trouve toujours ça encore plus concret et pratico-pratique quand, sur la base de nos référentiels, on utilise des cas concrets. Et voilà, enfin, il n'y a pas besoin d'en faire très long, mais des situations plutôt simples ou plutôt complexes, et que finalement, ça permet de mieux comprendre après comment on peut utiliser le référentiel entre les fiches acteurs, vers qui on doit orienter, et puis, les fiches outils, quoi. On a quelques questions, donc je pense qu'au fur et à mesure que les questions ont été posées et que le déroulé de la présentation s'est fait, je pense qu'il y en a peut-être certains qui finalement ont déjà la réponse, puisque on avait Odesselia, je ne les dis pas forcément dans l'ordre chronologique, hein, Odesselia qui demandait où trouver les adresses des centres de pathologie professionnelle. Donc c'est vrai qu'à la fin de ce référentiel, on a fait la liste aussi, hein, quasiment de toutes les régions de France. Après, voilà, ça peut des fois varier au niveau ou des médecins chefs de service ou des fois des téléphones. Mais j'avais revérifié, on en a plusieurs sur Montpellier, par exemple, pour l'Occitanie. Et on a aussi 2 ou 3 adresses sur Toulouse, comme ce que tu as remis, Nathalie. Une question de Chloé DAC34. Bonjour, où peut-on trouver le fléchage d'orientation? Alors, j'imagine que c'est un des schémas qui est dans le référentiel, mais peut-être que je n'ai pas compris la question. Alors, n'hésitez pas à lever la main, on peut ouvrir vos micros à la demande. Donc, si vous souhaitez Oui, intervenir en direct, hein, vous avez cette possibilité. oui. On avait aussi comme question de Lozano, garçon-fille, hein, bonjour, est-ce que les patients suivis en structure privée peuvent venir vous rencontrer au centre de pathologie professionnelle? Moi, il me Alors, semble que oui, puisque... aucun souci. Nous, au centre de pathologie professionnelle, on prend tout le monde. On reçoit des patients, je suis en train de refaire le partage, mais j'essaie de ne pas faire de mauvaises manips. On reçoit de 0 à 99 ans pour toute question santé au travail. Maintenant, en plus, on est devenu environnemental, donc on rajoute notre casquette environnementale. Et donc, il n'y a aucun souci. Et quel que soit le statut, salarié, pas salarié, chômeur, je dirais même, on irait jusqu'à dire patient, même au travail au noir, on s'en fiche. On prend tous les gens qui ont des pathologies en lien entre le travail et leur santé. Je suis Merci. inquiète parce que vous êtes figé chez moi, oui. J'ai vu qu'il y a une autre question qui t'est arrivée entre-temps. Ou... Ah, Chloé a précisé par rapport au fléchage. Le fléchage qui explique si le patient travaille et qu'il a continué à travailler. Il faut l'orienter vers le médecin du travail ou le centre régional de pathologie professionnelle. Oui, donc le schéma, il est dans le référentiel, hein. Tout ce que je vous ai montré est déjà dans le référentiel. J'ai soit mis des copies d'écran, soit l'écran lui-même. Et il est en ligne, hein, vous pouvez le trouver en PDF en ligne depuis février. Mais du coup, finalement, la réponse à la question, c'est que et si on a un accès facilité à la médecine du travail, eh ben, c'est le médecin du travail. Et si on pense que c'est maladie professionnelle, c'est bien d'orienter vers Alors, le centre régional qui est quand même vraiment spécialisé là-dessus.
le centre régional, si votre patient a un cancer et qu'il se pose la question de l'étiologie, c'est bien aussi de l'orienter chez son médecin non, je m'en mêle, chez le médecin du travail, parce que le médecin du Oui, travail, surtout si c'est une exposition actuelle, si c'est une oui, exposition d'il y a 20 ans et que le médecin du travail, c'est pas le même, oui. il n'en saura pas beaucoup, il n'aura pas forcément accès à l'info. Donc il C'est- faut, Mm. mais peut-être qu'on peut, Agnès, tu es là? Est-ce que Agnès Roulet, vous pouvez lui donner ouvrir le Oui, micro? elle a levé la main. Si Agnès, elle veut ouvrir son micro. et c'est ta caméra qu'on te voit. Mm. Donc, Oui, bonjour. Agnès, tu mets ta caméra, on ne voit pas. Oui, bonjour, je suis là. Donc moi, je suis à Montpellier. Je voudrais particulièrement répondre à la question sur le distanciel. J'ai pas Donc vu, là. effectivement, euh, on fait des téléconsultations. Et en plus, sur le secteur de Montpellier, on va faire un projet très innovant avec l'ARS, c'est-à-dire que un des médecins du centre va se déplacer une fois par semaine dans les centres hospitaliers périphériques pour voir les patients dans un deuxième temps. Donc, on pourra être plus proche, effectivement, des territoires. Après, vous aviez une autre question à me poser? Je ne sais pas, je n'ai pas encore. Christine, tu nous fais la Oui, fin. finalement non, parce que vous venez de répondre à la question de Carole Deschênes qui demandait si les consultations des centres régionaux peuvent se faire en distanciel ou par téléphone, parce que parfois se déplacer en région, ça peut être relativement compliqué pour les personnes. Donc ça, c'est ce qui se passe, vous, pour Montpellier. Après, Et est-ce que tu sais, Agnès, si sur Toulouse, ils font aussi des consultations distancielles ou. Je sais pas, faut leur demander. Ouais, faut les appeler, hein, faut. Ouais. Et vous en faites à Strasbourg? Et on va en mettre en place. C'est en cours. D'accord. Et Non, non, voilà, mais est-ce qu'il y avait moi, je suis tout à fait ouverte à ça. Il n'y a pas, il y a pas de problème. Et en plus, on a un numéro unique, le numéro que vous avez vu, là, le 04 67 33 88 41. C'est le numéro unique. Tous les appels arriveront ici. Après, notre secrétariat voilà, dispatchera. Mais voilà, ce sera le numéro unique pour toute la région, donc partie est de l'Occitanie. super. Voilà, donc je vous invite à le référentiel, on l'a fait avec beaucoup de liens, donc à ne pas Mm. hésiter d'aller à utiliser les liens pour ne pas vous perdre dans les différentes pages. Et, euh, et voilà. Et donc, il faut surtout avoir le réflexe médecin du travail qui est toujours dispo pour voir les gens, pour avoir remplir notre mission, hein, qui est le maintien dans l'emploi et faire que les gens soient au mieux dans leur travail, avec une bonne santé. En médecine du travail, on a vraiment la santé, c'est santé mentale, physique et sociale, hein. Mm. On est vraiment dans la définition complète de l'OMS pour viser le bien-être total. Enfin, au moins aller vers ce sens-là. Pas toujours évident. Il nous reste encore un peu de temps, profitez-en pour poser vos questions. Il y a une quarantaine de participants aujourd'hui. Donc vraiment, vous n'hésitez pas à lever la main pour poser vos questions en direct ou sinon, vous pouvez poser vos questions dans le chat. À vous de voir ce que vous préférez. Et moi, je voulais savoir si vous aviez la sensation, par exemple, là, moi, je suis en Occitanie, je suis dans le Tarn-et-Garonne, et je sais que, bon, en clinique privée, hein, parce que je suis à la clinique Pont-de-Chaume, mais je sais que, par exemple, depuis un certain temps, nos services de médecine au travail, ils sont débordés de chez débordés. Voilà. Et du coup, ce qui fait qu'effectivement, bon, ça n'empêche qu'ils vont quand même pallier aux priorités ou à ce qui va être plus urgent.
mais ça demande des délais. Voilà. Et du coup, est-ce que c'est une situation un peu en tension qui est isolée, ou est-ce que vous avez notion aussi que, ou dans votre région, là en Alsace, ou ailleurs, on est un petit peu comme ça, ou là, du côté de Montpellier, j'entends plus Nathalie. Oui. Nathalie, on ne vous voit plus et on ne vous entend pas. Elle a En peut-être fait, voulu fermer la conversation et elle a je pense qu'elle quitté. s'est déconnectée par accident, donc elle va probablement nous rejoindre. Mais En du coup, si attendant, il y a Agnès, une question. du côté de Montpellier, veut répondre, ou que quelqu'un d'autre. Ah oui, les délais. Il y a une nouvelle question de Odesselia Alors, qui il y a demande. Agnès qui Ouais, demande la parole. On va lui ouvrir son micro peut-être oui, pour répondre à la première question. voilà. Marion, tu peux ouvrir le micro d'Agnès, s'il te plaît? Les délais entre les diagnostics. Ben moi, le certificat médical initial, je peux le faire dès que vous avez posé un diagnostic. Ensuite, le patient adresse ce certificat à la caisse primaire de la maladie ou à son organisme de sécurité sociale. Le médecin, donc là je vous parle plutôt du régime général, le médecin conseil de la sécurité sociale vérifie qu'il y a bien la pathologie, donc pour eux c'est très important d'avoir la NAPAT, c'est vraiment l'examen qu'ils veulent en priorité. Et après il y a une enquête auprès du patient et auprès des employeurs qu'il a eu pour voir s'il a bien été exposé au risque professionnel. Alors après les délais, il me semblait que c'était 6 mois, maximum 9 mois. Je crois que la Sécu a un délai de 9 mois pour répondre. C'est pas ça? Maintenant, ils sont à 4 mois. Ils doivent répondre dans les 4 mois. Donc, ce qu'ils font Même quand sur ils... un hors-tableau? Alors, Même sur un hors-tableau? hors tableau, ça doit être 3 mois de plus. Mais maintenant, c'est beaucoup plus contraint. Donc, ce que fait la sécurité sociale quand ils n'ont pas réussi à tenir les délais, c'est qu'ils envoient une réponse au patient lui disant que ça a été rejeté par manque de temps d'étude du dossier. Donc, ça veut dire qu'ils continuent quand même à l'étudier, mais ils prennent la précaution de le refuser au cas où il y ait besoin de le refuser après. Donc, il faut quand même dire aux patients de contester quand c'est écrit que c'est pour manque de temps, pour que l'instruction continue. Et nous, en Alsace, maintenant, on est dans les clous, hein. On ne dépasse plus. Mais voilà, excusez-moi, hein, mon réseau de l'hôpital a coupé Internet, ça, purement et simplement, je me suis fait éjecter. Alors là, je viens de voir la notion de faire dans les 15 jours. Alors, pour ne pas vous... J'ai commencé à santé au travail en 95, c'était déjà écrit sur les papiers et c'était déjà pas appliqué. Je ne sais pas pourquoi ils l'ont toujours pas enlevé. Enfin, je crois que sur les nouveaux formulaires, c'est enfin plus inscrit. En fait, vous avez 2 ans pour déclarer votre pathologie quand vous êtes informé qu'il y a un lien avec le travail. Les 15 jours, moi, j'ai jamais compris en 30 ans de médecine d'où ils sortaient et à quoi ils servaient, puisqu'on a toujours, et en pratique, les gens, ils ont 2 ans pour envoyer leur certificat médical initial pour une déclaration maladie professionnelle. Donc, ces 15 jours, vous l'oubliez. Et puis après, c'est vrai que dans les tableaux que tu as rajoutés dans ta présentation, Nathalie, avec justement les nouvelles reconnaissances qu'il y a, cancer ovaire, larynx, voilà, que tu nous as cité. Il y avait aussi, a priori, de préciser les durées minimales d'exposition aux produits et le nombre d'années, 30 ans, 40 ans. En fait, c'est le délai. Voilà, ça peut être quelqu'un effectivement qui maintenant est à la retraite. Ça fait déjà 10 ans, 20 ans qu'il est à la retraite et qui parle d'une exposition beaucoup plus récente, beaucoup Le plus ancienne. délai, c'est ce qu'on appelle le délai de prise en charge. Et c'est en effet le délai maximum entre la fin de l'exposition Mm. et les premiers symptômes de la pathologie.
C'est pas même pas forcément la date où on a confirmé le diagnostic, mais c'est les premiers symptômes constatés par un médecin de la maladie. Pour le cancer, généralement, on n'est pas à un mois près, donc ça pose pas un problème. Il faut quand même, ça se compte plus en nombre d'années. Il faut que les années soient quand même pas. Faut pas que ça soit trop proche, parce que des fois, on a des gens, ils sont exposés à un cancérogène, ils ont un cancer et c'est le hasard de la vie. Dans l'année qui suit, et ils viennent chez nous en nous disant, mais c'est le produit qui m'a donné mon cancer. Non, aucun cancer n'apparaît en un an après une exposition. Donc, il faut quand même une certaine latence. D'accord, merci beaucoup. Peut-être comme il est 58, on peut juste laisser les 2 minutes qui restent à Marine, pardon, pour qu'elle puisse nous donner les infos. Merci Christine. Alors un grand merci à Nathalie pour votre présentation qui était très claire et vraiment très intéressante. J'en profite pour remercier quand même Agnès Roulet qui est intervenue aussi en fin de session et puis Christine pour la modération. Merci à tous de vous être connectés aujourd'hui. Les prochains rendez-vous. Donc le prochain JO2 aura lieu le 25 avril sur la thématique risques et limites des pratiques du jeûne en oncologie. Vous avez la possibilité de vous inscrire dès à présent sur notre site internet. Et autre rendez-vous à noter dans vos agendas, la réunion régionale sur les soins oncologiques de support qui aura lieu le 13 juin à Carcassonne. Et là encore, vous avez toutes les informations sur notre site internet et la possibilité déjà de vous préinscrire. Et on communiquera le pré-programme de cette journée à la fin du mois de mars. Je partage juste mon écran. Donc, comme je vous l'ai dit en introduction, voilà, à la fin de chaque webinaire, on envoie un lien vers un questionnaire de satisfaction. Donc, vous pouvez y accéder soit en scannant le QR code qui normalement est apparu à votre écran, soit en cliquant sur le lien qui sera mis à disposition dans le chat. Donc, voilà, c'est important pour nous d'avoir vos retours. Et surtout, n'hésitez pas à nous suggérer des sujets. C'est ce qui nous permet aussi d'établir le programme des JO2. Voilà. Donc encore merci à tous pour votre participation et puis je vous souhaite une bonne journée. On finit dans les temps, même avec 1 minute d'avance, donc c'est parfait. Merci beaucoup. À bientôt. Eh bien, merci. Et puis, au plaisir de vous retrouver nombreux. Pour la prochaine session. Bonne journée. Bonne fin de journée. Encore merci les filles. Ciao. Ciao.